Salut à tous, là nous allons nous retrouver dans une vidéo toute particulière. Nous nous trouvons dans le village de Prémery et en fait nous allons faire une petite vidéo au bistrot. En fait c'est un restaurant, un petit bistrot en fait où on peut manger. Et aujourd'hui tout particulièrement il y a Julien Cohen qui est là et qui va estimer des objets. Donc on amène des objets, on verra bien et on verra bien ce que ça donne. Donc je vous laisse et puis je vous montre ça tout de suite. Bon, il y a déjà beaucoup de monde qui attendent devant l'entrée du bistrot. Je vais vous faire rentrer pour vous montrer un petit peu comment c'est. Voilà l'entrée du bistrot. Pareil. Un petit peu toutes sortes d'objets en fait qui sont exposés. Comme vous voyez, il y a déjà beaucoup de monde. Le bistrot c'est aussi ça, c'est la convivialité, la musique. Et voilà, Madame Géo trouve nous. Donc nous allons attendre dans la file d'attente. Ben oui, il faut attendre. Ouais. Bon, donc je passe là, c'est ça? Oui, vas-y. Voilà. Si c'est pas un endroit sympa, regardez-moi. Alors bonjour, déjà, comment tu t'appelles? Eric Bouma. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu es dans la région? Alors, moi je suis cônois d'origine, un Nivernais d'origine, né à Cône, parti très rapidement militaire, pompier de Paris, etc. Et puis revenu dans la région pour aller à l'essentiel, revenu dans la région de Prémery il y a 5 ans. D'accord. Et ça fait 5 ans que le bistrot est ouvert ou non? Ça fait 1 an et demi. Comment t'es venu l'idée de créer le bistrot? Oh, j'ai été opéré 3 fois et je faisais de la rééducation en vélo avec mon fils. Je suis passé devant le Porsche qui se trouvait ouvert ce jour-là et j'ai découvert, pour moi c'était une petite rue cachée. Et je me suis renseigné, j'ai dit mais qu'est-ce que les gens font de cette partie-là? C'est intéressant, ça m'a de suite intéressé. Et il s'avérait qu'ils n'en faisaient rien du tout, donc je les ai rencontrés, j'ai dit est-ce que vous voulez me le louer? Ils m'ont dit oui, on veut bien vous le louer parce qu'on ne sait pas quoi en faire. J'ai dit ok, moi je vais en faire un bistrot, un resto, un musée. Et paf, c'est parti, ça s'est fait en 5 minutes. Et vous avez eu des aides dans le coin? Non, aucune aide. Et même des grosses difficultés après avec mon propriétaire qui veut récupérer les locaux puisqu'il n'en faisait rien à l'époque. Maintenant, voyant qu'il y a un certain intérêt, donc on peut même annoncer maintenant que le bistrot à Prémery c'est terminé, au moins dans les lieux. Alors avec Julien Cohen évidemment, on ne va pas laisser tomber Prémery et les histoires du bistrot, les affaires conclues du bistrot qui sont maintenant connues. Donc on va se déplacer très certainement à Prémery dans 1, voire 2, peut-être 3 lieux. La partie bar-restaurant, oui, ça va être regroupé. Il y aura certainement, on ne va pas dévoiler tout ce qu'on a en préparation, oui. Mais en tout cas, pourrait y avoir un supermarché de la brocante, ce que j'appelle moi un supermarché de la brocante, et peut-être aussi peut-être un autre bar brocante. Enfin, on est en pleine négociation avec Julien et j'essaye de le décider de s'investir complètement. Il le fait déjà à Prémery, mais je pense qu'on va y arriver. Parce que je trouve bien, et je pense que c'est peut-être ça qui était voulu, c'est rendre ouvert à tous finalement quelque chose qui paraissait plutôt avoir un microcosme. C'est ça. C'est d'ailleurs ce qu'on voit à travers le petit écran, on peut le voir là dans la réalité et voir les gens comme ils sont réellement, c'est-à-dire simples, les gens simples, abordables, dans la convivialité, la plaisanterie, la rigolade, comme on le fait là au bistrot. Et c'est pour ça que les gens aiment bien venir se retrouver là une fois tous les 15 jours avec Julien, et même après, quand Julien n'est pas là, le week-end, pour déconner avec moi, quoi, tout simplement. Comment est venue cette idée finalement d'être avec Julien Cohen? C'est un jour de Paris, il y a 1 an et demi, quand j'ai ouvert. Bon, Julien, ça fait 8 ans qu'il habite la région, est passé devant 1 ou 2 fois, et après il passait le samedi boire un café. Et un jour, il me dit, je suis Julien Cohen. Je dis, moi, je suis Eric, bonjour. Et il me dit, moi, je travaille à la télévision, je fais affaires conclues, etc., etc. Je dis, écoute, je vais regarder, je ne connaissais pas l'émission. Je vais regarder. Donc, j'ai fait replay sur l'ordi, j'ai regardé, j'ai dit, oui, c'est ça. Et maintenant, alors l'émission a pris de l'ampleur, maintenant tout le monde connaît, mais au début, pas grand monde regardait. Donc, il sait d'où un petit peu l'intérêt qui s'est fait aussi avec Prémery. Parce que moi, je lui ai dit, écoute, Julien, si tu veux, tu fais les affaires conclues du bistrot, puisque tu viens boire un café. Je dis, s'il y a des gens qui veulent faire expertiser un truc, fais-le. Il m'a dit, ok, vas-y, tu peux l'annoncer. Donc je l'ai annoncé. Enfin, moi à l'époque, mon Facebook, il y avait 10 abonnés. Maintenant, il y en a presque 2500. Et donc là, aujourd'hui, on était à peu près 300 personnes accueillies au bistrot avec des objets au départ. On était, quand il y avait un fer à repasser, comme je dis, et une pipe en bois, voilà. Mais ça, on s'est bien marré avec Julien en faisant ça. Et maintenant, on le fait toujours, mais on voit qu'il faut courir. Avant, on se posait, on s'asseyait, on buvait le café. Maintenant, on court.
Mais c'est un intérêt parce que ça fait venir du gens à Prémery, ça fait connaître Prémery surtout. Et ça montre un petit peu aux gens que à la campagne, quand on veut y arriver, qu'on se donne les moyens, qu'on est simple, qu'on est convivial et qu'on a des gens comme Julien, on peut y arriver. Est-ce que vous avez une petite anecdote avec Julien un petit peu marrante? Oui, il y en a plusieurs, mais avec Julien, on cherche un petit peu, tout le temps, quoi. Des fois, il m'arrive d'aller, quand je vois qu'il est intéressé par un objet, dire, comme à la télé, bon, tu veux y aller? Et là, il me regarde, il sait que je vais mettre une enchère dessus. Donc, et voilà, donc il sait, donc j'ai dit, bah tiens, j'attaque à 50, et là, il dit, bon, voilà, il veut comme à la télé, donc il monte 60. Ça amuse d'ailleurs les gens, parce que là, on fait vraiment ce qui se passe à la télé, et ça l'enquigne un petit peu. Du coup, quand il voit qu'il y a un objet qui peut m'intéresser moi, sur la résistance, sur des choses pour mettre dans le musée, c'est souvent qu'il me regarde et il me fait « Tu veux y aller aussi là ?» Et je dis « Bah oui, si tu vas pas. » Et donc là, ouais, c'est des petits clins d'œil. Il y a aussi le gros camion militaire que j'ai. J'ai un gros camion de dépannage, un War de la France, qui lève 30 tonnes, c'était fait pour lever des charpatones. Et Julien est venu filmer à la maison, il savait pas, il me dit « Mais il démarre ton gros truc ?» J'ai dit « Oui. » Et quand je suis monté dedans, ça y a envoyé un badin de fumée. Et là, il était comme un gosse avec son fil. Il filmait ce gros camion qui avait démarré en un quart de seconde devant lui. Bon voilà, mais on a plein d'autres trucs marrants entre nous. Puis je vois que c'est un amoureux des objets. L'histoire de l'objet, un objet particulier qui a une histoire, un vieil outil, quelque chose comme ça, qui n'a pas forcément une grosse valeur. Mais lui, ça l'interpelle, ça l'intéresse. Et il va l'acheter. Alors, il va l'acheter, il va le stocker, il va le conserver. Je pense qu'un jour, il aura besoin de racheter encore des hangars parce qu'il en a quelques et vous êtes pris au jeu du coup de l'expertise un petit peu, de vouloir connaître plus ces objets? Oui, à force de voir Julien et ses collègues professionnels locaux, de Vézelay et autres, et d'être à côté d'eux, on apprend vite. Pour les bronzes, pour des tableaux, malgré les signatures, etc., des faïences, on apprend assez vite à leur côté. Et maintenant, quand les gens viennent me voir en semaine, alors que Julien n'est pas là, ni un de ses collègues, ça me permet d'avoir un œil un petit peu plus averti avant de faire une photo et de l'envoyer par Internet. Je peux déjà donner quelques renseignements et éviter qu'une machine à coudre, à pédale, finisse par arriver au bistrot, parce que je sais que là, pertinemment, c'est terminé pour tous ces vieux objets-là. Donc voilà, on apprend vite, et moi je suis quelqu'un qui apprend très vite, donc on apprend vite. On n'a pas du tout les mêmes valeurs, les mêmes connaissances, mais au moins, je peux faire un pré-tri. Mais je pense que tout simplement, avec des passionnés, on peut que apprendre vite. C'est ça, voilà, c'est tout à fait ça. J'apprends très vite, ça me passionne aussi. Moi, l'histoire des objets me passionne. L'histoire, en règle générale, me passionne. J'ai créé un musée, j'ai écrit un livre, je suis en train de terminer le deuxième. Et l'histoire me passionne, donc un objet qui raconte une histoire, même l'histoire de la personne ou de la famille en question. C'est pas forcément l'objet, mais les gens, ils viennent, ils nous racontent l'histoire. C'était à mon grand-père qui détenait de son arrière-grand-père, qui avait d'ailleurs été blessé à Verdun. Et là, on rentre dans une histoire familiale et on se dit, à travers cet objet-là, on dit, mais gardez-le. Vous avez tellement d'affection pour votre objet. Et au final, les gens, quand ils ont fini de raconter leur histoire avec cet objet, ils disent, ben oui, c'est vrai, vous avez raison, après tout, je vais le garder. Parce qu'on leur a fait raconter l'histoire et d'où il provenait, d'où il venait, du cœur de la famille, le cœur de la famille, ce que les gens avaient fait pour l'avoir, pour l'acheter. Et au dernier moment, ils venaient pour le vendre, pour se dire on va gagner 4 sous et puis on n'a plus rien à faire de ce truc-là. Mais à force d'avoir été chercher dans leur passé l'histoire de l'objet, ils finissent par se dire bah oui, on a de l'affection, pourquoi on part avec? Et puis des fois, c'est pas la peine d'avoir l'objet pour avoir quelque chose sur un meuble, c'est connaître l'histoire. C'est ça. Et connaître son histoire, c'est déjà. C'est important. C'est important. Alors ça donne pas une valeur réelle, parce que la valeur réelle, c'est la valeur des antiquaires, des brocanteurs, des commissaires-priseurs, qui donnent la valeur de l'instant, du produit. Mais il y a la valeur affective. Et là, c'est complètement autre chose. Quelqu'un qui a de l'affect pour un objet, il vous le vendra, il va vous le mettre là au niveau du prix, alors que ça coûte beaucoup moins. Ça coûte beaucoup moins. Et c'est ça, souvent des familles qui font des successions et qui veulent se séparer, alors ils disent allez hop, on vend tout, mais au dernier moment, il y a quand même, ah oui, ça c'est l'armoire, c'était à la grand-mère, et puis ma mère l'a eu. Et au final, quand on leur dit oui, mais ça coûte plus rien, maintenant 50 €, ça coûte que ça. Voilà, et ils hésitent à s'en séparer. Mais c'est normal, on est tous comme ça, on a tous des meubles qui ont appartenu au grand-père et autres, ou des objets, des bibelots. Ah, c'est chargé. Hein. C'est chargé d'histoire et s'en séparer, c'est pas simple. C'est pas simple, donc effectivement, on a tous tendance à surévaluer l'objet avec l'affection.
En tout cas, merci beaucoup de cette petite interview. Bah, merci. Et j'espère que ça vous plaira quand ça sortira. Et ça m'a beaucoup plu cette journée. Et puis, bienvenue au bistrot, comme vous voulez. Au revoir. Merci. Depuis combien de temps il est fait ce musée? Oh, il y a des années. Hein. Moi, je m'en occupe, mais j'aide au patron à mettre des objets quand on en soit. On met des objets de la Première Guerre, un peu de tout, quoi. Des obus, des tableaux qu'on a achetés là à Julien Coin, que les gens vont emmener, tu vois. Qu'on a acheté pour le musée, tu vois. Première, Deuxième Guerre. D'accord. Et la troisième? Non, le premier pas. Hein. Ah bon. On en avait eu assez de deux. Hein. Sur chaque relève hein, de 1000 personnes, il ne ressortait que 200 à Verdun. Il ne ressortait que 200 personnes sur 1000. Les sapeurs, les premiers sapeurs, ils coupaient les barbelés, c'était le premier morceau sur le bataille. C'était lui qui coupait les barbelés. Hein. Je vous dis, sur 1000 hommes, il ne ressortait que 200 à la sortie. Hein. Ça fait quand même une boucherie hein, à Verdun. Hein. C'est bien fait, hein. On a voulu refaire le tableau. Ça montrait que les soldats vivaient, on mangeait, quoi. Et on n'a pas tout là, hein. Il y a encore d'autres véhicules, hein. On a d'autres véhicules à l'armée encore, des grilles, les américaines, on a d'autres jeeps, on a d'autres véhicules. Ouais, après, si on s'agrandit, bien sûr, après les dossiers vont venir. Ça, dedans, et regardez, ou alors je prenais une balle ou elle lui la tête au carton. Non, c'est un fusil de... Après, tu as tout, qu'est-ce qui est débarquement de Normandie, ou ça, au mois 10, Sainte-Mère-l'Église, les parachutistes de Sainte-Mère-l'Église. Ah oui, jusqu'à... Même une belle sirène d'alarme, civile, c'est une civile celle-là, hein, que les villes comme ils étaient bombardées. Il fallait battre quelqu'un, c'est premier, hein, c'est en étant, hein. Et quand tu entendais que ça le fermait comme ça veut dire que l'aviation était partie. Le mec qui tournait, il ramassait des obus. Puis il n'y avait plus rien, les villes étaient tellement détruites. Il fallait que quelqu'un prévienne la population, alors il y avait ça. D'accord. Il tournait le mec. Quand tu entendais ça, tu te pensais dans les caves. Il y a l'émission sur la D, il y en avait un qui en vendait un jour comme ça, mais avec la... La trompe. Avec la trompe. Oui, oui. Avec la trompe. Ah ben il y a du matériel, hein. Tu vois la fameuse 12-7 américaine. D'accord, prends le suppositoire. Tu vois. Ça se monte sur le Jeep. Et tu as le parachute de la Jeep. Ah d'accord. Tu as deux parachutes comme ça. Pour aller balancer les Jeeps. Quand ils balançaient les Jeeps, tu avais deux parachutes, un de chaque côté. Moi, on a un métier, autrement ça serait bon. On a le deuxième aussi. Tu vois, un mortier qui se met sur les camions. Un mortier, qu'est-ce qu'ils ont envoyé comme suppôt au pied là. Boum. Alors, t'es resté écarté. Alors Annick, tu vas me dire tes sensations. Alors, oula. Et alors, vous en avez combien de ça? Vous faites plus de gâteau? Eh ben alors, gardez-la, madame. Hein. Parce que entre ce qu'on va vous offrir et le fait de la garder, gardez-la, c'est plus sympathique de servir un gâteau avec ça qu'avec un truc tout pourri suédois, quoi. Ça. Ça brûle pas. Hein. Non. Disons que sur un malentendu, vous voyez ce que ça peut être un malentendu, vous pourriez peut-être trouver un client à 20 balles. Mais ça sera pas moi, parce que comme j'ai un petit cerveau, je réfléchis, je sais qu'il ne faut pas acheter ça parce que ça ne se vendra pas. Et ça en quoi? Ça c'est en... Laiton. Ouais, c'est un bronze léger, quoi, un alliage bien pourri qui n'est pas noble. Et on voit qu'ici d'ailleurs c'est un contre-moulage, vous voyez, c'est pas bien fait, c'est grossier.
Voilà, J'aurais dû mettre les bougies. c'est bien industriel quoi. Pour l'époque, hein, c'est vieux quand même, mais ce qui est vieux n'est pas forcément beau. Hein. Ce qui brille n'est pas d'or. Merci. Non. Et vous l'estimez à combien Je parlais des objets, madame. Je parlais des objets. Hein. Je me permettrai pas. Hein. Merci, c'est ça. Merci. Mais revenez avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Vous faites pas mal. Hein. Alors vous savez quoi? Beaucoup de personnes ont la mauvaise idée de transformer ça en luminaire. C'est une très mauvaise Ouais, ils avaient mis ça par-dessus pour mettre des bougies. Putain, non. Ça vaut 5 €. Ouais. Et vous en feriez quelque chose? Et moi, alors moi si j'en fais quelque chose, excusez-moi s'il vous plaît, un tout petit peu de silence, merci beaucoup. Qu'est-ce qui gueule? Il y en a une qui envoie du verbe là quand même. Hein. Je sais pas qui elle a engueulé, mais elle a engueulé quelqu'un. Voilà, si je récupère ça, je vais couper ici, je vais couper là, je vais garder le mécanisme, on va le foutre dans un globe avec d'autres mécanismes et on va en faire un truc un peu style Jules Verne, vous savez, les grosses machines. Ah, oui, voilà. oui, mais voilà, en soi, il n'y a que ce bout-là à récupérer, ce qui est au centre, vous voyez. Le reste, ça n'a pas de sens. Ça, c'est un bon truc. Pour faire un globe, mais bien évidemment pour suivre toute cette péripétie de transformer ça en un globe et éventuellement d'autres choses, il faut nous suivre sur Géotrouve-nous, un blog super sympathique, une chaîne YouTube extraordinaire. C'est dirigé par le Spielberg local, avec de temps en temps l'apparition de Woody Allen et de Brad Pitt. Et surtout Julien Cohen. Et bien évidemment Julien Cohen, mais là je suis au-dessus de tous, hein, bien évidemment. C'est sûr. Voilà. Donc merci beaucoup messieurs, dames. D'accord. Donc on vous l'offre. Eh ben c'est gentil. Voilà. Eh ben merci beaucoup. Ben, vous la verrez parce qu'on va en faire quelque chose. Ah, c'est du métal. D'accord, donc ça vaut pas grand chose. En métal aussi. D'accord. Moi non, j'aime pas, moi c'est ça. Vous aimez les chouettes? Alors tout ça là, C'est de la ferraille. La ferraille. il faut regardez, personne n'est éternel, on est d'accord? Moi-même. Et vous pourriez laisser du suspense en partant. C'est ce que j'ai fait avec ma fille, je lui ai dit voilà je vais faire ça. Et moi j'enterre des trucs dans mon jardin et je vais acheter un détecteur de métal. Et elle cherche. Ah d'accord, mais c'est bien, ça occupe. Sur votre testament, vous mettrez, j'ai laissé un trésor et vous mettez une belle étendue quand même, hein, et puis vous en enterrez un petit peu partout. Comme ça ils vont commencer à trouver ça, ils vont se dire oui, mais elle avait raison, elle a laissé un trésor, mais ça c'est que le début. Ah oui, j'ai vu des mais en fin de compte, voilà, ils vont passer leur vie à chercher un truc, ils auront l'impression que vous avez laissé une fortune, et au final, mais se seront bien amusés, ils penseront à vous plus souvent. Donc voilà, mais j'ai mis ça dans mon... Je crois que je l'ai écrit dans mon bouquin, ça, parce que je fais ça avec ma fille, et j'enterre plein de trucs et elle cherche. Donc tout ça, ça vaut juste le coup d'être cherché dans un jardin perdu. Et ça, bien évidemment, ça a été dans les grands temples grecs. Celle-là est d'origine, on voit le scellé, hein, donc elle est vraiment authentique. Et comme c'est une pièce de musée, je ne peux pas l'acheter, vous comprenez? Donc partant du principe où je ne peux pas l'acheter, je peux vous l'estimer. Vu l'âge et la provenance, entre 15 et 30 000. Hein. Je mettrai un bip sur 15. Oui, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Je vends tout de suite. Ça vaut 2 €. Alors, qu'est-ce que tu en penses de cette tête de veau? Cette tête de veau, elle est excellente. Excellente. La sauce, super.